Linker. Urban Linker, on a un cabinet de recrutement donc spécialisé en digital. Aujourd'hui, on a deux bureaux. Donc un à Paris qui est l'historique, dont on recrute un peu pour toutes les startups, PME, grands groupes d'Île-de-France. Mais aussi, on a un pôle du coup sales et web marketing, donc qui recrute tous les profils en France pour n'importe quelle structure du coup, quel coin de la France. Et on a un pôle à Lyon qui s'occupe de tous les recrutements techniques donc dans des sociétés françaises ailleurs qu'en Île-de-France. Donc voilà très rapidement pour Urban Linker un petit peu voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, moi, c'est moi qui ai été choisi là pour représenter Urban Linker et vous parler et vous donner pas mal d'informations pour différentes raisons. Moi, ça va faire 4 ans que je suis Urban Linker. Aujourd'hui, je suis manager et je suis senior tech recruteur. Mais aussi, avant ça, j'ai fait pas mal de petites choses et ça va faire, là, ça fait 6 ans depuis le mois de juin là, que je suis dans le recrutement. Je suis passé par différentes étapes. J'ai commencé par arriver dans un cabinet à Malte, surtout sur de l'administratif. Et c'est là où j'ai pris goût en fait, au recrutement en voyant un peu ce que faisaient mes collègues. Quelques mois après ça, en fait, j'ai monté Shop Ton Stage, qui était un projet justement pour aider les alternants et stagiaires à trouver du coup des opportunités et également du coup aux entreprises à trouver des alternants et des stagiaires. Donc j'ai commencé par ça en parallèle de mes études et donc j'ai fait ça pendant presque 4 ans. Donc j'avais cette activité-là et Urban Linker en parallèle. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu l'habitude d'échanger avec pas mal d'étudiants et de les accompagner dans leurs recherches et du coup d'avoir pas mal d'histoires à raconter. Donc c'est aussi pour ça que ça a paru pertinent à Marie, du coup ma collègue qui est aussi là pour que ce soit moi qui vienne vous présenter un petit peu cette partie de valorisation de vos candidatures auprès des marques employeurs. Donc voilà, ça c'était un peu la première chose. Et aujourd'hui, du coup, je suis spécialisé dans le recrutement IT, mais je vais vous donner du coup les deux versions un petit peu de mon poste aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis un recruteur externe, donc j'ai des clients pour lesquels je recrute, donc dans desquels je ne fais pas partie, c'est pas ma société, mais par contre, je recrute également pour mon équipe à l'intérieur d'Urban Linker, donc j'ai aussi cette double facette de recrutement interne et externe. Donc voilà très rapidement pour moi. Du coup, je vous explique un petit peu comment j'ai prévu comment dire, de délimiter ce temps qu'on va passer ensemble. Déjà avec ma collègue Marie, on n'a pas voulu faire un PowerPoint lourd où en fait tout le monde va être fixé dessus. Ça va plus être un échange. J'ai découpé ce webinaire du coup en 6 parties. Alors je sais que vous avez eu d'autres ateliers, donc je ne sais pas si tout le monde était là. Donc peut-être qu'il y aura des redites. S'il y a trop de redites, dites-le moi et je passerai à autre chose. Parce que je crois que vous avez déjà eu voilà, quelques mots sur lettre de motivation, CV, LinkedIn un petit peu, comment réussir son entretien d'embauche. Donc je vais en parler très rapidement. Je ne vais pas forcément trop rentrer en détail, mais je vais surtout donner des conseils en tant que recruteur du coup. Et donc du coup, les 6 parties que je vais vous proposer, c'est la première partie, je vais vous parler un peu des réseaux sociaux. La deuxième, de tout ce qui peut être rencontre physique événementielle, donc pas l'entretien, mais vraiment en premier contact. Troisième, plutôt réponse d'offre. Quatrième, CV. Cinquième, email et lettre de motivation. Et dans un dernier temps, l'entretien téléphonique ou physique. Et en fait, à la fin de chaque partie, ce que je vous proposerai, c'est que vous me posiez vos questions par rapport à ce thème-là. Comme ça, on traitera vraiment tout le thème et on passera à autre chose par la suite. Et comme ça, je ne parlerai pas pendant 1 heure tout seul et en vous laissant avec une tonne de questions à la fin. OK? Tout le monde m'entend? Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Bon, tout le monde m'entend? Eh bien, écoutez, super. Déjà, moi, j'avais juste une petite question. Alors, je ne sais pas si vous voulez me répondre voilà, à l'oral ou sur la discussion. J'ai ouvert les deux. Juste là aussi, pour comprendre et un peu orienter mes différents tips, mes différents exemples que je vais vous prendre. Vous, concrètement, là, qui êtes là, là, vous êtes quasiment une quarantaine, même un peu plus. Qu'est-ce que vous attendez en fait à la fin de ce webinaire en fait pourquoi vous avez choisi d'y assister? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez quand même le choix d'y assister ou non. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres? Dites-moi un petit peu voilà, ce à quoi vous vous attendez et savoir un petit peu sur quel point je vais mettre un peu plus le doigt. Alors, moi, pour ma part, en fait, j'ai un CV plutôt atypique puisque c'est une réorientation professionnelle et qui n'a rien à voir avec les ressources humaines. Ouais. Et du coup, l'idée, en fait, c'était de pouvoir voir un peu pour me valoriser et mettre en avant et me vendre, en fait, sur des lieux, et, sur des entreprises. Ouais, bien sûr, très bien. Je vais en parler aussi un petit peu. Alors moi, comme je suis dans le recrutement tech, des reconversions, j'en vois beaucoup. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème pour en parler. Et si tu as des questions. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se tutoie tous. Moi, je suis très tutoiement, donc ça ne vous dérange pas Très bien. qu'on se tutoie tous.
Du coup, il n'y a pas de problème. Bah, s'il y a des questions, si des fois je n'appuie pas assez sur ce point-là, bah, n'hésite pas à me poser des questions à la fin du thème. Pareil, je resterai joignable après, je vous donnerai mon LinkedIn, etc. J'ai l'habitude de pas mal échanger et de prendre pas mal de temps pour des gens soit en reconversion, soit pour des personnes en recherche de stage, de CDI ou d'alternance. Donc n'hésitez pas. Donc je vois que vous êtes plusieurs du coup dans le même cas, donc c'est cool. Donc bah, pareil, je vais être intéressé pour le série de motivation. Donc bon voilà, ça va plaire à tout le monde et j'espère qu'en tout cas vous apportez pas mal d'informations et pas mal d'aide du coup dans vos recherches. Voilà. Bon, et ben écoutez, let's go. Déjà, alors je sais pas si déjà tout le monde se rend compte ou pas, mais déjà il faut savoir que euh, quand vous participez ou si vous avez déjà des expériences par rapport à une recherche d'opportunités professionnelles, parce que du coup je ne sais pas si vous êtes tous en reconversion ou s'il y a des tout juniors qui vont chercher leur premier CD ou leurs premières expériences professionnelles, mais le soin apporté à chaque candidature et sa présentation, tout simplement, c'est un facteur déterminant. C'est quelque chose qui peut vous ouvrir de nombreuses portes, mais qui peut aussi vous enfermer. Donc ça, je vais pas mal vous en parler, mais là, du coup, ce qui va être intéressant, c'est vraiment que vous puissiez vous démarquer, que vous fassiez preuve d'innovation, que vous pouvez tout simplement vous différencier des autres sur ce marché de l'emploi qui n'est pas forcément évident. Donc j'ai vu, le thème, c'est évidemment comment valoriser sa candidature auprès des marques employeurs, mais aussi je vais vous donner des tips pour comment ne pas vous dévaloriser, parce que c'est aussi quelque chose que je rencontre depuis 6 ans avec des personnes avec lesquelles j'étais en contact ou même des personnes de mon entourage. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important parce que des fois, c'est compliqué quand on n'a pas trop d'expérience de se valoriser au maximum comme un profil expérimenté pourrait le faire. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas se dévaloriser et de pouvoir s'adapter. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un mot qui va beaucoup revenir durant ce webinaire. C'est le mot adaptation. Le mot adapté, je vais l'utiliser un petit peu à toutes les sauces, mais ça, c'est quelque chose de très, très important. Et encore plus, bah, du coup, si vous êtes plusieurs profils atypiques ou reconversion, et bah, ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus déterminant pour vos futures recherches. Donc ça, c'est assez important. Déjà, ce qui est assez clair, et ça, effectivement, suivant l'âge et suivant la maturité professionnelle, ça dépend un peu de tout le monde, mais il va falloir déjà que vous vous adaptiez à vos interlocuteurs. C'est-à-dire que de toute manière, il va y avoir deux façons pour vous de rentrer en contact avec une société. Soit la première, c'est par exemple de passer comme une personne comme moi, c'est-à-dire passer par un chasseur de tête, donc une agence de recrutement, un cabinet de recrutement. Donc là, qui par exemple va être beaucoup plus focus compétences, parce qu'il faut savoir que moi, en tant que chasseur de tête pour des sociétés, donc chasseur de tête externalisé, et ben en fait, je suis en contact avec des boîtes qui me donnent des compétences à aller chercher. Donc là, moi, malheureusement, je ne recrute pas pour mon équipe, donc ça va être plus en mode, bah, je dois aller chercher des compétences. Donc là, si vous n'avez pas les compétences, ça va être beaucoup plus compliqué et il y a beaucoup moins de fit humain. Par contre, la deuxième façon de rentrer en contact avec des sociétés, c'est évidemment de passer par un opérationnel de la société, un responsable RH de la société qui emploie. Et donc là, par contre, le point positif, et là, notamment pour les nombreuses reconversions que nous avons cet après-midi, et ben là, par contre, il y a le fit humain qui va compter beaucoup plus qu'avec un chasseur de tête. Pas que les chasseurs de tête, le fit humain n'est pas important pour nous, mais si vous voulez, quand on envoie une candidature à nos clients, bah, eux, ils regardent d'abord le CV, les lettres de motivation et les compétences avant de vous rencontrer et d'échanger au téléphone avec vous. Donc là, déjà, c'est pour ça, l'adaptation par rapport à votre interlocuteur va être très importante. Forcément, chasseur de tête, vous allez devoir mettre beaucoup plus en avance vos compétences. Et ensuite, du coup, par rapport au responsable RH de l'entreprise ou l'opération de l'entreprise qui recrute, bah là, ça va être beaucoup plus le fit humain. Donc déjà, ça, c'est à garder en tête. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, si on est sur la deuxième typologie de contact, donc le RH ou l'opérationnel de la société, un employé de la société, donc là, il va falloir que vous renseignez beaucoup sur la marque employeur, sur la marque employeur, les cultures, la valeur de la société. Parce que bah, il va falloir que vous montriez que vous êtes le bon fit humain, la bonne personne pour rejoindre cette société-là. Et ça, c'est beaucoup plus important pour ces boîtes-là parce que vous êtes tout simplement leurs futurs collègues. Et même si c'est l'opérationnel avec qui vous êtes en contact, vous êtes potentiellement la personne qui va travailler dans son équipe ou la personne qui va être son manager ou sa personne managée. Donc là, effectivement, s'il n'y a pas de fit humain ou si vous ne correspondez pas aux valeurs, ça va être très très compliqué. Si vous avez juste les compétences, parce qu'évidemment, quand on recherche un collègue, on cherche des compétences, mais si ça ne fit pas humainement et qu'on ne se voit pas bosser ensemble pendant des années, bah, ça va être compliqué. Autre chose, là c'est un peu une sorte d'introduction, je n'ai pas encore commencé sur les réseaux, vous l'aurez bien compris, c'est penser à sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que des fois, vous allez postuler sur Welcome, sur Google, sur LinkedIn à des annonces et vous n'allez pas avoir de réponse. Bah, ça, malheureusement, ça arrive beaucoup parce que il y a tout simplement il y a des personnes, moi j'ai déjà travaillé avec des boîtes où ils étaient 300 dans la société et il y avait seulement 2 ou 3 recruteurs. Donc là, on a beau avoir des semaines de 35-40 heures, c'est quand même compliqué de répondre à tout le monde, surtout qu'on est dans une société qui est assez attractive. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus et aller contacter directement vos futurs collègues de boulot, des employés de la société pour savoir qui contacter ou tout simplement faire des relances.
Parce qu'en fait, si vous voulez, et moi par exemple, c'est mon cas, quand je suis sur des gros sujets, surtout qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à gérer, comme je vous l'ai dit, je gère du recrutement pour mes clients, mais aussi pour mon équipe à moi. Donc, si vous voulez, des fois, j'ai beaucoup de réponses d'annonces et je ne peux pas répondre dans les 24 heures comme j'aime le faire. Donc ça, n'hésitez pas, voilà, à contacter d'autres personnes. Enfin, moi, je sais que c'est des choses qu'on fait beaucoup et qu'avec Urbanica, on a l'habitude, c'est qu'en fait, mes collègues se font contacter parce que j'ai pas de réponse de Corentin, j'ai pas de réponse de Paloma, j'ai pas de réponse de machin. Et en fait, du coup, ça permet de sortir des sentiers battus et aussi de pouvoir échanger peut-être avec des futurs collègues. Donc ça aussi, c'est assez sympa. Ensuite, pour les personnes qui sont jeunes ou à la recherche de première expérience professionnelle, ce qui va être aussi assez important, c'est penser à mettre en valeur, en avant, votre fraîcheur, vos expériences personnelles, vos expériences étudiantes, vos hobbies, vos projets d'école, du bénévolat, du projet associatif, votre dynamisme. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en avant parce que pour les plus jeunes d'entre nous, et on est tous passés par là, en fait, il y a un moment où on a un CV, on n'a pas grand-chose dessus, quoi. On a, on allait ramasser des fruits pendant l'été chez notre grand-oncle, on a travaillé au McDo, on a fait des petits jobs, etc. Et en fait, on n'a pas grand-chose à mettre sur ce CV-là. Et cela n'empêche, en fait, on a plein de qualités et plein de soft skills, donc des compétences humaines à mettre en valeur. Donc ça, il faut pas l'oublier, et notamment quand on est jeune, parce qu'en fait, on a plein d'énergie à revendre. Et donc ça, effectivement, c'est quand même un gros plus. Ensuite, autre chose, ne postulez pas partout. Ça, c'est un gros problème, et j'ai eu ce problème-là aussi quand je cherchais des stages par le passé, c'est qu'en fait, on a un peu aussi tendance à vouloir postuler partout, parce qu'en fait, on se dit, voilà, on joue sur le volume. C'est-à-dire, hop, 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 j'envoie mes CV, j'envoie mes CV, j'envoie mes CV, et en fait, en se disant, bon, allez, il y en a bien qui va me répondre. Ça, clairement, il faut plutôt éviter, parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, vous allez perdre vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour, en fait, au final, peut-être des postes qui ne vous intéressent même pas. Donc attention, je sais notamment quand ça fait longtemps qu'on cherche du travail ou même un stage, on a tendance voilà, à se dire ça et on dit bon, on va bien, il y en a bien qui va répondre. Non, vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez être frustré, vous allez peut-être même pas recevoir de réponse et c'est pas forcément bon et ça vous met pas dans un état d'esprit très, très positif pour aller chercher des opportunités professionnelles. Autre petite chose à savoir, et après je passerai sur mes différentes parties, mes différents thèmes. Il faut savoir que le candidat idéal pour beaucoup de sociétés, et encore plus quand moi je vais prendre des besoins auprès de mes clients, ils cherchent souvent le mouton à 5 pattes. Et comme par définition, le mouton à 5 pattes, il n'existe pas, quoi, ou c'est très très rare. Donc ça, il faut le savoir que quand un recruteur opérationnel, donc typiquement un manager qui veut quelqu'un dans son équipe, il va écrire une offre d'emploi. Mais il faut savoir que cette offre d'emploi, c'est un peu une liste au Père Noël, c'est-à-dire qu'il va mettre un peu tout ce qu'il aimerait avoir, alors qu'en fait, il y a des compétences qui ne sont pas vraiment indispensables. Et donc là, je prends des exemples tout bêtes. Moi, je travaille dans l'écosystème startup à Paris depuis un petit moment maintenant, depuis plusieurs années. J'ai des boîtes qui sont étrangères, il y a des boîtes qui sont françaises, il y a des boîtes qui sont anglophones en interne, et puis d'autres qui parlent que français. Moi, ça m'est déjà arrivé des boîtes qui me disent, en fait, nous, il nous faut quelqu'un qui parle absolument anglais. Ok, sauf qu'en fait, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Et là, en fait, on est sur un profil où, là, je suis d'accord, mais en fait, ce profil-là se trouve dans 6 mois, on est toujours en train de le chercher. Donc là, par exemple, l'exemple, c'est par exemple pour ce profil-là, en fait, parler anglais, ça servait à rien dans l'immédiat. C'est-à-dire que tout le monde parlait français dans la boîte. Oui, il y avait des étrangers, mais ils étaient francophones. Donc en fait, parler anglais, c'était il fallait réfléchir. C'était en fait la boîte, j'ai discuté avec eux, c'était si dans 5 ans ils partaient à l'étranger, ils voulaient des gens qui parlent anglais. Ouais, mais dans l'immédiat, en fait, quelqu'un de bilingue, ça servait à pas grand-chose. Donc voilà, j'ai plein de petits exemples comme ça où en fait, attention aussi quand vous lisez des offres d'emploi, des fois il y a le mouton en 5 pattes. Donc c'est aussi pour ça que je vous disais, voilà, sortez des sentiers battus, n'hésitez pas à en discuter parce que des fois, le fit humain et ces soft skills, en fait, vont être plus importantes que des hard skills parce qu'en fait, tout simplement, il y a des boîtes, moi j'ai déjà travaillé avec des boîtes, ça faisait 2 ans qu'elles allaient chercher un profil. Donc 2 ans, c'est énorme, sachant que quand c'est des boîtes, et je ne vous parle pas de boîtes comme Danone ou Unilever où il y a plusieurs milliers de personnes, hein. Je vous parle de boîtes de petites PME où ils sont 50, où ils sont 100, et là, pour le coup, c'est quand même énorme de chercher pendant 2 ans la même personne. Donc voilà un petit peu pour l'introduction et pour ces différentes petites choses que je voulais partager avec vous. Du coup, là, au niveau des différents thèmes, donc je vous ai dit, on va commencer par d'abord les réseaux sociaux. J'ai plein de choses à dire. Moi, il faut savoir que je ne vous en ai pas parlé parce que ce n'était pas aussi pertinent que les expériences que je vous ai partagées avant. Moi, il faut savoir que j'hésitais entre les réseaux sociaux, la communication et le recrutement. Quand j'étais plus jeune et en études, au final, les réseaux sociaux, j'ai gardé ça comme passion et comme hobby. Et puis, j'ai décidé de faire ma carrière dans le recrutement. Il faut savoir qu'en fait, c'est quand même assez lié. Parce qu'en fait, aujourd'hui, chasseur de tête, on utilise énormément les réseaux sociaux, pardon, que ce soit personnel ou que ce soit des réseaux sociaux professionnels. Déjà, peut-être en commençant par les réseaux sociaux personnels, il faut savoir, et ça, je suis hyper surpris. Alors, je ne sais pas un petit peu quel âge vous avez tous aujourd'hui, mais
moi, ma génération, enfin, j'ai 27 ans, on est quand même, on a l'habitude d'avoir les réseaux sociaux depuis qu'on est ado. On a tous eu un peu des expériences malheureuses où en fait, bah, il y a des gens qui ont mis des conneries, etc. Et en fait, bah, il y a des gens, ils se disent pas, bah, un jour, je vais chercher un emploi et en fait, bah, je vais laisser toutes mes bêtises sur les réseaux sociaux et en fait, bah, c'est pas grave. Bah, en fait, il faut savoir, il faut savoir que comment dire, euh, que bah, on va y regarder. Enfin, je dis pas que toutes les boîtes le font, mais faites attention par rapport à ça. Faites attention à vos réseaux sociaux personnels, ce que vous imitez, ce que vous laissez voir, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de boîtes qui font attention à la présence digitale de leurs futurs employés. Et moi, je sais que j'ai déjà eu des expériences personnelles là-dessus, où en fait, bah, moi, je vais checker systématiquement les réseaux sociaux perso pour voir un petit peu bah, la vie des personnes. Alors, ça peut être positif comme négatif. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, bah, par exemple, qui vont attendre qu'il n'y ait rien sur les réseaux sociaux. Donc là, par contre, moi, je sais qu'il y a des sociétés, elles veulent que vous ayez rien. Enfin, bon, après, il y a des choses confidentielles. Il y a des sociétés qui ne voulaient rien. Moi, en soi, les réseaux sociaux, j'ai rien contre. Mais par exemple, bah, quelqu'un qui n'est pas trop en phase avec nos valeurs d'Urban Linker, ou je vois qui n'est pas forcément très fun, ou qui n'est pas forcément dans cet esprit d'équipe, etc., à partager pas mal de choses, bah, concrètement, ça peut être compliqué. Moi, je sais que par exemple aussi, un exemple, alors là, c'était pas pour mon équipe et c'est pas moi qui ai rencontré cette personne, mais un autre manager d'Urban Linker rencontrait quelqu'un pour son équipe. Bah, il faut savoir qu'on allait checker ses réseaux sociaux et en fait sur ces réseaux sociaux, pas mal de choses étaient publiques et pas mal de choses étaient publiques et en fait il se trouve que cette personne-là était très très extrême dans ses propos, avait beaucoup de propos racistes, xénophobes et s'en cachait pas. Bon, bah, vous vous doutez bien que cette personne, malgré que les entretiens s'étaient très bien passés, bah, on n'a pas continué avec lui, quoi. Donc ça, c'est plein de petites choses où en fait, il y a beaucoup de personnes qui font pas attention. Alors, pour répondre à ta question, en fait, j'ai divisé le webinaire en 6 parties. Donc là, c'est la partie réseaux sociaux. Et en fait, à la fin de chaque partie, je vous demanderai si vous avez des questions. Comme ça, si on pourra échanger et ça évitera que je parle pendant 1 heure tout seul. Et du coup, donc voilà, donc les réseaux sociaux personnels, faites attention parce que il y a votre famille, mais il y a des choses qui sont privées, qui sont pas privées justement et qu'on peut voir. Enfin, moi, je sais que j'ai des personnes avec qui j'ai pas d'amis en commun et je peux voir pas mal de choses. Donc faites attention à ça. Ensuite, là, c'est plutôt dans le sens positif. Aussi, faites attention à votre présence dans les différents réseaux, groupes, etc. Par exemple, bah, sur Facebook, il y a plein de groupes qui sont des groupes professionnels qui sont à thématique. Par exemple, il y a des Facebook développeurs, etc. Enfin, je suis sur pas mal de groupes comme ça qui peuvent aussi montrer bah, une certaine appétence, une certaine intérêt pour certains groupes. Euh, et du coup, bah, ça, par contre, pour le coup, c'est hyper positif. Enfin, moi, par exemple, j'ai créé un groupe qui s'appelle Job et Stage en Startup il y a 3 ans et demi maintenant. Bah, typiquement, quand je rencontre des gens et qui en fait me parlent de ce groupe-là ou me disent qu'ils sont dessus, bon, c'est quand même hyper positif parce que je recrute essentiellement pour des startups. Enfin, moi, je suis très spécialisé startup, donc ça, c'est plutôt cool. À l'inverse, quelqu'un qui en fait est que sur des groupes qui sont pas du tout en adéquation avec les postes auxquels il veut, bon, bah là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il est réellement intéressé ou non? Bon, c'est pour ça que là-dessus, ça peut être assez intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, même sur les réseaux perso, je pense notamment à Twitter et notamment à Facebook, il y a de plus en plus de groupes où bah, en fait, ça se professionnalise. C'est-à-dire, voilà, des groupes Facebook, je vous en ai déjà parlé, mais même sur Twitter, il y a des pages où, bah, sur la tech, on suit des technologies en particulier, il y a des secteurs en particulier qui vous donnent pas mal d'infos, ou des choses spécialisées pour faire de la veille ou vous intéresser à un sujet. Donc ça aussi, c'est assez sympa parce que quand on est recruteur et qu'on fait l'effort d'aller voir tout ça, et qu'on voit que les gens sont dessus, bon, ça montre un réel intérêt. Donc ça, c'est sympa, c'est un peu ce que j'appelle l'extra mile. Ensuite, au niveau plus des réseaux professionnels, là j'ai parlé plus de LinkedIn. Alors, bon, ça dépend après à quel poste vous voulez avoir accès. Mais en tout cas, pour tout ce qui est digital, moi, en tout cas dans lequel je travaille, bah, en gros, vous pouvez trouver tout type de groupe aujourd'hui sur LinkedIn parce que ça s'est beaucoup diversifié. Et puis en plus, aujourd'hui, Viadeo est un peu tombé, est un peu parti, a disparu a disparu de l'écosystème de ces réseaux sociaux hyper utilisés en France. À l'époque, moi, pour info, il y a quelques années, quand je suis arrivé dans le recrutement, c'était kiff-kiff, LinkedIn et Viadeo en France. Bon, maintenant, Viadeo, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds dessus. Ça a été racheté par Figaro Classified, mais aujourd'hui, je vous avoue que ça fait longtemps, par exemple, moi, en tant que chasseur, je suis pas allé dessus pour aller chasser des profils. Donc voilà, mais du coup sur LinkedIn, voilà, c'est ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez avoir un réseau, avoir des gens qui sont spécialisés sur un secteur, ou avoir des groupes tout simplement et créer des contacts. Donc ça, c'est quand même aussi des choses qui sont assez sympas. Et puis moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout être actif sur LinkedIn, sur ces réseaux, parce que c'est comme ça que vous pouvez créer une communauté, c'est comme ça que vous pouvez vous créer des contacts, et aussi, par exemple, dans le même sens que les groupes, les entreprises que vous suivez.
Moi, par exemple, pour ceux qui sont arrivés là encore, moi vraiment, je suis essentiellement dans les startups. Bah, typiquement, quelqu'un qui postule chez moi, qui vient voir, ouais, il me dit, je suis passionné de startup, patati patata. Et en fait, bah, je vais voir dans ces entreprises suivies. Et en fait, la personne, elle suit Carrefour, Bacardi Martini, Unilever, enfin toute la grande distrib. Bah, en fait, c'est sympa, mais bah, moi, il va être assez déçu parce que moi, il n'y a aucun rapport. Donc là, il peut y avoir, euh, il peut y avoir un écart entre ce que la personne me dit et ce qu'elle veut vraiment. Donc là, c'est vraiment aussi une façon de montrer vos intérêts. Alors après, vous pouvez avoir des goûts très éclectiques et aimer pas mal de choses, mais certains me disent, ouais, j'aime ça, et puis je vais sur leur compte LinkedIn, et en fait, je vois qu'ils suivent rien ou ils connaissent pas certaines personnes qui c'est important. Donc voilà un peu par rapport à ce côté à ce côté de LinkedIn. Ensuite, je voulais te parler d'un sujet, alors de faire jouer votre réseau. Ça, c'est votre réseau d'un point de vue réseau social évidemment, mais aussi réseau physique, entourage, etc. Il y a eu un cas, vous en avez peut-être, pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, vous en avez forcément entendu parler, je pense. C'est une demoiselle qui s'appelle Léna Jouot, qui cherchait une alternance, dans le domaine du sport, qui en fait a pris le temps du confinement pour en fait créer sa candidature, et en fait elle a fait un journal de l'équipe avec sa candidature. Elle a fait là vraiment c'était l'extra mile, je crois 7 ou 8 pages où elle a créé un vrai journal pour sa candidature. Ça a été complètement dingue. Il y a eu tout réseau confondu, etc. Il y a eu plus d'1 million de vues, d'impressions, etc. Elle a trouvé quelque chose en très peu de temps. Je crois elle est allée. Non, j'ai pas dit une bêtise. J'ai pas dit une bêtise. Mais elle a eu plein d'opportunités. Elle remerciait sans cesse les gens. Elle répondait à tout le monde. Et ça, bah, par exemple, ça c'était hyper important. En fait, elle a posté ça sur Twitter, donc réseau à la base plutôt personnel, et LinkedIn, donc réseau plutôt pro, et ça a vraiment pris une ampleur de dingue. Ça a été relayé par pas mal de gens, et en fait, bah, du coup, c'est ce qui l'a permis d'arriver bah, justement aux yeux des recruteurs avec qui elle n'avait pas forcément de contact. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important pour valoriser votre candidature. Là, pour le coup, Léna, elle a été, enfin, franchement, championne, et franchement, c'était vraiment bien joué parce que des candidatures qui sortent de l'ordinaire, j'en ai eu beaucoup, mais alors là, franchement, choisir un journal, déjà, il fallait avoir l'idée, en plus, du coup, sportif, bah là, en plus, en plein dans son secteur, bah forcément, ça a joué dans son secteur, ça fait parler d'elle. Et pour info, elle a même trouvé un stage, non, une alternance, pardon. Et même l'équipe, du coup, l'a contactée. Elle est montée à Paris, elle vient du Sud-Ouest. Elle est montée à Paris pour donner une interview à l'équipe. Et elle a eu son article. Elle a eu son article sur la page web de l'équipe. Donc, assez dingue. Mais ça, c'est une super façon de valoriser sa candidature auprès des marques employeurs. Donc, ça, c'est vraiment un exemple que je voulais vous mettre en avant parce que c'est quelque chose d'assez cool et sur lequel on peut prendre pas mal d'exemples en fonction de ce qui vous intéresse évidemment. Ensuite, au niveau de vos profils, de vos réseaux pro, enrichissez-les, pardon, j'ai un peu du mal, avec des recommandations personnalisées. Par exemple, sur LinkedIn, je ne sais pas si vous êtes très actif dessus ou pas, mais il y a une fonctionnalité qui permet de se faire laisser des recommandations par des anciens collègues, des camarades de classe, des tuteurs de stage, des employeurs. Et donc ça, c'est super, parce qu'en fait, si vous arrivez à avoir ces recommandations, et ben c'est quand même chouette, parce qu'une personne qui a sur sa page LinkedIn 10 recommandations et une autre qui en a zéro, bah, vous doutez bien que votre candidature n'est pas tout à fait valorisée de la même façon, et votre profil non plus. Donc ça, c'est aussi des choses, pensez-y. Ça c'est des choses qu'on ne fait pas assez, je trouve. Mais n'hésitez pas, quand vous finissez un stage, quand vous quittez une entreprise, évidemment en bon terme, mais si vous avez fait du bon boulot, hein, n'hésitez pas à solliciter ces recommandations-là. Alors, excusez-moi, je vais dire l'ancien temps, mais c'était encore il y a quelques années, ça faisait beaucoup de recommandations. Je sais que dans certains secteurs, aujourd'hui, ça se fait encore, dans d'autres moins. Maintenant, c'est plus des prises de référence qu'on fait directement au téléphone. Il y a moins de lettres de recommandation. Mais là, par exemple, sur LinkedIn, c'est un bon moyen d'afficher directement publiquement et de pouvoir envoyer le lien de votre LinkedIn avec ses recommandations à un peu tout le monde, quoi. Donc, c'est aussi assez valorisant pour vos futures candidatures, parce qu'en fait, même si vous êtes en reconversion, comme on en parlait tout à l'heure, et ben, au final, vos soft skills, votre sympathie, votre curiosité, votre dynamisme, en fait, que vous ayez fait complètement autre chose avant, en fait, c'est des choses qu'on a envie de retrouver après dans votre prochain métier, quoi. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, autre point, sur les réseaux, restez en contact avec vos anciens collègues. Je ne parle pas forcément de vos réseaux perso, mais par exemple, si vous avez un compte Twitter pro ou un compte LinkedIn, restez en contact avec eux parce que c'est hyper important. Parce qu'en fait, ils vont bosser avec vous. Donc, en fait, qui mieux que vos collègues peut mettre en avant votre candidature, qui mieux que vos collègues peuvent valoriser votre candidature. Donc, ça, c'est aussi assez sympa. Parce que ils peuvent vous valoriser. Ils peuvent vous valoriser parce que eux, ils ont bossé avec vous, ils savent que vous en êtes capable. Moi, il y a par exemple, il y a quelque chose que là, j'adore en ce moment, c'est arrivé plusieurs fois. Donc là, le groupe sur Facebook dont je vous ai parlé, Job et Stage en Startup, par exemple, il y a une personne
qui recherche d'alternance, un CV, etc. Et ben en fait, son ancienne tutrice ou une de ses collègues de boulot a commenté, elle a mis un commentaire sur Facebook en mode je vous la recommande, super personne, etc. Bah ça, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que cette personne, en fait, avait la personne en ami sur Facebook, et en fait, bah, du coup, elle a eu une notification qu'elle a publiée dans le groupe, du coup, elle l'a mis directement. Donc ça, c'est des choses tout bêtes, mais en fait, moi, en tant que recruteur, je vois ça, et bah, ça me donne envie de contacter cette personne parce que moi, ça met en valeur la candidature. Donc ça, c'est aussi assez important. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais un peu vous dire par rapport aux réseaux sociaux. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Le but, c'est pas ça, c'est surtout que je vous donne voilà, des tips, des conseils de recruteurs, que je vous parle dans les grandes lignes. Maintenant, si vous avez des questions, bah, je vous écoute et je répondrai avec grand plaisir, même s'il faut entrer dans les détails. Alors, première question de Nicolas. Est-ce que je plombe mon profil sans les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter? Bah, en fait, Nicolas, ça va beaucoup dépendre de ce que tu recherches en fait, comme emploi. Pour moi, la réponse, elle est non, là comme ça, parce que bah, Facebook, déjà, ça reste quand même très personnel. Donc, à part si tu crées un Facebook pro, moi, franchement, j'ai eu un Facebook pro dans le passé. Au final, j'ai arrêté. Maintenant, mon Facebook, c'est un Facebook perso et pro. Donc, bon, Facebook, on peut pas trop t'en tenir rigueur. Enfin, à part, je sais pas, peut-être si tu travailles dans l'événementiel ou des choses comme ça, où là, en fait, effectivement, ça se passe beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter ou que sur LinkedIn, par exemple. Mais sinon, non, si tu n'as pas de profil Facebook, je pense pas que tu plombes. Moi, j'ai des amis, ils n'ont pas de profil Facebook, ça les a jamais enfreinés dans leur carrière. Au niveau de Twitter, un peu la même chose. Après Twitter, il y a des gens, et j'en suis bah, par exemple la preuve, là par contre, j'ai un compte perso pour mes passions et un compte pro où vraiment j'utilise uniquement pour le professionnel et mes intérêts pro. Donc là, après Twitter, je dirais pas que ça te plombe ton profil de pas l'avoir, mais ça peut être des plus en fait. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est par exemple un compte Twitter. Par exemple, si tu veux travailler dans le digital, si tu veux être développeur ou travailler dans le web marketing, donc des postes qui sont voilà, très très digitaux, où il y a quand même la grosse communauté qui est là-dessus, bah, c'est quand même assez sympa parce que déjà, sans parler de te montrer, tu peux faire une veille assidue dessus en suivant des personnes de ton secteur, en suivant des news intéressantes, etc. Et du coup, c'est une façon aussi d'échanger avec ton réseau. Enfin, moi, tu vois, par exemple, il y a des développeurs avec lesquels je suis toujours en contact grâce à Twitter. On se parle uniquement sur Twitter parce qu'en fait, bah, on suit un peu nos actualités et c'est assez sympa. Donc, je dirais pas, voilà, le mot plomber, c'est un mot fort. Donc, non, tu ne plombes pas ton profil. Par contre, effectivement, avec des réseaux bien choisis, tu peux le mettre en valeur. Mais après, voilà, ça dépend ce que tu veux faire, ce que tu veux faire dans la vie. Enfin, ça dépend pas mal de ça, quoi. Donc, après, chaque réseau a aussi, enfin, chaque réseau a sa typologie de profil, comme je te disais, par exemple, à l'événementiel. Enfin, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur LinkedIn. Enfin, moi, je sais que j'ai des potes qui sont en événementiel, ils contactent directement les gens sur Facebook parce que c'est plus simple, parce que tout simplement, il y a des gens, ils n'ont pas, ils ont pas tout simplement de profil LinkedIn. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nicolas? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au réseau? Moi, j'avais une question. Je suis en reconversion aussi et du coup, il y a des traces sur Internet de mon passé professionnel, des articles de journaux, des trucs comme ça, ou des offres d'emploi. Et je voulais savoir si c'était gênant parce que c'est des choses que je ne peux pas désactiver. Ok. C'est un peu compliqué. Ouais, bah en fait, ça dépend. Après, ça dépend ce que c'est. En vrai, moi, ce que je te conseillerais par rapport à ça, c'est que bah, quand tu vas te lancer dans ta nouvelle carrière, je sais pas ce que tu veux faire, mais bah, tu peux faire des interviews. Il y a beaucoup de petits médias qui par exemple, interviewent des jeunes ou d'autres choses. Et en fait, bah, du coup, tu peux faire remonter ton ranking avec des choses plus récentes. Après, voilà, après, j'ai envie de te dire ton futur employeur ou les gens qui vont t'embaucher, en tout cas qui vont te rencontrer pour des candidatures, en soi, ils vont avoir vu ton CV, ils auront vu que tu as fait d'autres choses avant, tu vois. Donc c'est pas forcément embêtant, mais par contre, effectivement, c'est vrai que c'est mieux si tu peux mettre d'autres contenus pour faire remonter sur ta page et que sur ta page, bah, ça soit ton nouveau métier ou ton nouveau secteur qui t'intéresse qui ressorte plutôt que ce que tu as fait avant. Après, en soi, quand tu vas postuler, et ça rentrera après dans les détails, ils vont quand même recevoir normalement ton CV ou ton profil LinkedIn d'abord avec une lettre de motivation avant de faire des recherches sur Internet, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai trop répondu à ta question ou si j'ai mal répondu à la question. Merci. Oui, c'est bon, merci. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément très grave. Mais après, effectivement, une fois que tu seras rentré dans ton secteur, c'est peut-être pas plus mal, effectivement, d'essayer de fournir du contenu, plus de contenu, parce que bah, justement, pour un peu actualiser tout ça. En soi, alors après, je sais pas ce que c'est exactement le contenu que tu peux pas enlever dessus, mais en soi, normalement, tu peux faire des demandes
pour enlever sur Google. Moi, je sais que c'est déjà arrivé que j'ai des amis qui voulaient faire enlever des articles, etc. Après, je sais que c'est un peu compliqué, mais je suis pas sûr que ce soit totalement impossible, quoi. Alors, question de Teddy. Est-ce que LinkedIn est vraiment indispensable pour la recherche d'une entreprise? Pour les entreprises, vont-elles chercher en premier des candidats sur LinkedIn? Alors, Teddy, c'est hyper intéressant comme question, parce qu'effectivement, le marché du travail a un peu changé par rapport à ça, et c'est pas mal, et c'est pas mal développé sur justement tous les nouveaux outils. En fait, là, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, moi, si je te parle des métiers du digital, je te dirais que oui, LinkedIn, franchement, c'est assez indispensable. Moi, par exemple, si j'ai quelqu'un qui veut rejoindre ma société, bon, déjà, nous, on fait de la chasse sur LinkedIn, mais quelqu'un qui rejoint ma société qui n'a pas LinkedIn, elle part effectivement avec une marge de manœuvre un peu moins élevée parce qu'en fait, pour nous, ça paraît bizarre quand on est dans le digital, pas avoir LinkedIn. Parce que il y a pas mal de choses, il y a pas mal déjà d'entreprises qui recrutent via LinkedIn. Donc déjà pour répondre à ta deuxième question, mais aussi parce que ça te permet de faire de la veille, parce qu'aujourd'hui LinkedIn c'est devenu quand même le réseau social professionnel dans le monde. Donc c'est aussi assez important pour échanger et trouver du métier, pour mettre en valeur ta candidature, pour revenir sur le thème aussi, pour valoriser ta candidature. C'est une bonne façon de mettre en avant tes compétences, ce que tu sais faire, ce que tu as fait. Donc après, voilà. Mais après, ça dépend effectivement ce que tu recherches. Après, un profil LinkedIn, aujourd'hui, moi, en tant que recruteur, j'ai le réflexe, je rencontre quelqu'un, enfin, je prends l'exemple, je rencontre quelqu'un sur un événement, tac, le lendemain, direct, il me file sa carte, je vais regarder sur LinkedIn, quoi. C'est la première chose que je fais. Donc là, pour le coup, indispensable, on va pas dire à 100%, mais en tout cas, je serais quand même plus tenté de dire oui que non. En tout cas, c'est mieux. C'est mieux pour montrer un peu ce que tu fais, chez qui t'es, et même en fait pour trouver du boulot, parce qu'en fait, tu te fais chasser sur LinkedIn. Donc ça, c'est pour la deuxième partie de ta question, parce qu'il y a énormément de cabinets de recrutement qui font que de la chasse sur LinkedIn. Il y a beaucoup de sociétés qui font aussi beaucoup de chasse sur LinkedIn, donc qui mettent des annonces, etc., mais qui vont chercher les candidats sur LinkedIn. Donc en fait, si tu n'as pas LinkedIn, tu t'enlèves une partie possible d'offres qu'on peut te proposer. Donc là, pour le coup, oui, LinkedIn, ça me paraît quand même assez important comme poste, parce que tu vois, autant LinkedIn, avant, c'était comment dire, c'était le réseau pro des cadres. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, il y a des jeunes deep, il y a des gens qui sont en reconversion, il y a beaucoup de choses. Et c'était aussi l'un des chevals de bataille, l'un des chevaux de bataille, pardon, de LinkedIn, c'est qu'en fait, il y a un moment où effectivement, il n'y avait que ces cadres-là, et comment ils ont fait pour, en fait, que pas mal de gens, les étudiants, etc., aillent dessus. Et c'est ce qu'ils ont réussi, parce qu'aujourd'hui, on retrouve un peu tout le monde, quoi. C'est-à-dire que des étudiants qui sont en DUT, ils sont dessus, des chefs d'entreprise qui ont 20 ans d'expérience, ils sont dessus. Donc aujourd'hui, il y a un vrai mélange, et c'est un vrai moyen pour les entreprises de trouver des candidats. Donc ouais, de pas avoir un profil LinkedIn, ça peut tout simplement effectivement te rendre moins visible. Voilà. Voilà, c'est ça le mot, c'est te rendre moins visible. Est-ce que vous avez d'autres questions par Oui. rapport au réseau? Alors, juste, il y a du bruit parce que je suis à Quick, hein, Pas de problème. donc j'ai pas le Wi-Fi. Donc, est-ce que c'est possible au niveau pratique de voir comment on fait une recommandation sur une page LinkedIn, parce que je débute au niveau de l'utilisation de ce média. Donc, ce serait sympathique de nous montrer pour les personnes qui débutent, en fait. Okay. Alors, voilà, j'ai quand même mon profil, je le précise. Ouais. J'ai installé mon CV, je suis Laurence Pérez. Ok. Voilà, donc j'ai des modifications à apporter. C'est dans le cadre d'une reconversion. Okay. J'ai un parcours d'assistante administrative et juridique. Okay. Et là, je vise un bachelor en RH, ressources humaines, pour compléter mon parcours. Voilà. D'accord. Alors là, je ne crois pas que je vais pouvoir vous le montrer directement, mais je peux vous expliquer, c'est très simple comment on le fait pour vous expliquer à vous tous là, comment on le fait. En fait, vous allez tout simplement sur votre page LinkedIn, donc sur votre profil personnel, donc là, Laurence, Corentin, et en fait, tout en bas, c'est l'avant-dernière chose à mettre, c'est qu'en fait, tout dernier, c'est vous avez vos réalisations, si vous en avez, et sinon, avant, c'est recommandations.
vous allez sur cette fonctionnalité-là, et en fait, vous avez juste à cliquer en fait, au milieu, et vous avez sollicité une recommandation. Et ensuite, du coup, vous avez la personne, vous avez le nom et le prénom de la personne à rentrer pour solliciter du coup cette recommandation. Et derrière, en fait, la personne va recevoir un email, donc un message directement dans sa messagerie LinkedIn, qui va dire Corentin a sollicité une recommandation, Laurence a sollicité une recommandation. Et donc là, en fait, la personne va pouvoir vous écrire un petit texte. Quand elle l'aura écrit, vous allez recevoir comme quoi telle personne vous a recommandé, et vous allez pouvoir lire le texte, et vous allez pouvoir soit l'ajouter à votre profil, donc l'accepter, soit demander une modification parce qu'il y a une faute d'orthographe, parce qu'il y a telle ou telle chose, vous aurez préféré qu'elle soit dite différemment. Donc là-dessus, après, voilà, c'est des petites modifications à faire avec vous. Mais en tout cas, c'est très simple. Vous allez sur votre page, je répète, vous allez en bas, dans la partie recommandations, vous sollicitez une recommandation, vous arrivez sur à qui souhaitez-vous demander, pardon, et vous rentrez le nom de votre contact LinkedIn, et ensuite derrière suivant, et vous enchaînez. C'est plutôt bien guidé, l'expérience utilisateur, elle est plutôt pas mal par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Je reviens juste sur quelque chose qui a été dit sur l'intro par Jean-Baptiste Martinez. Effectivement, ouais, il y a des boîtes par contre qui, effectivement, même des boîtes françaises avec lesquelles je travaille, qui par exemple demandent, ont en fait la langue en interne, même si en tout français c'est l'anglais. Donc c'est pas que je sous-estimais l'anglais, c'est juste que j'ai pris un exemple parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de boîtes qui me demandent en fait des gens qui parlent anglais, alors qu'en fait dans leur boîte pas tout le monde parle anglais. Donc c'est juste un exemple, mais évidemment l'anglais et encore plus de nos jours, c'est ultra important. C'était juste voilà mon petit exemple pour illustrer des compétences qui des fois sont demandées et qui sont pas forcément pertinentes à l'instant T. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'on passe du coup sur la partie. J'ai une question, bonjour. Oui, bien sûr, bonjour. Dis-moi. J'ai une question, c'était par rapport à votre introduction, ouais. Dans laquelle vous avez dit qu'il fallait orienter, adapter la candidature en fonction de l'interlocuteur. Tout à fait. Si ça sera traité par un RH en interne ou par un recruteur externe. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, quand on postule sur des espaces de recrutement en ligne de la société, comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle sera traitée par un RH interne ou un recruteur externe? Ouais, alors en fait, déjà merci pour ta question. En fait, là, c'est assez simple. En général, quand tu as un portail de recrutement d'une société, c'est que eux, en interne, ils ont leurs recruteurs, donc ça va être plutôt traité par des recruteurs en interne, à moins qu'ils externalisent tout, mais ça reste quand même assez rare. Par exemple, dans les grosses structures, il faut savoir qu'ils ont un service recruteur en interne, donc ça va être pas traité par les managers directement, mais par les recruteurs, mais c'est des gens de la société. Et en fait, c'est plus quand tu vas sur des sites de cabinets de recrutement où là, par contre, tu vas avoir affaire à des recruteurs externes. Par exemple, moi, je travaille du coup chez Urban Linker, je ne sais pas si tu as entendu, mais donc nous, on a notre site, on a beaucoup d'annonces sur notre site. Là, typiquement, les gens, ils postulent, mais ils savent quand même qu'on a un cabinet de recrutement. Et après, en fait, nous, on les met en relation si effectivement ça colle avec ce qu'on recherche. Mais en soi, franchement, 9 fois sur 10, quand tu postules sur le site d'une boîte en particulier, ou alors sur une annonce, sur une annonce mais brandée de l'entreprise, ça va être traité par des recruteurs en interne, quoi. Donc par leurs recruteurs à eux et pas par des recruteurs externes. D'accord, merci. Pardon, je rebondis juste, du coup, il faut mettre à l'attention du responsable RH, ou c'est bien ça, ou c'est pas forcément bien? Alors, ça, je vais revenir dessus, ça sera plus sur la partie email et de motivation. En fait, le truc, c'est que ça dépend vachement des secteurs. C'est-à-dire que dans le digital, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé, mais je sais que dans des secteurs, j'ai des amis qui étaient dans la grande distribution. Bon, là, pour le coup, il y a encore des codes très définis et effectivement, il faut quand même assez rentrer dans les cases. Et il y a encore des choses qu'on fait qui se faisaient il y a 15 ans, quoi. Donc, ça va vraiment dépendre aussi des secteurs. Mais voilà, juste, moi, ce que je vous conseille, juste pour répondre à ta question, comme ça, je le fais tout de suite, ça évite de revenir dessus tout à l'heure, c'est qu'en fait, par rapport à ça, essaye de te renseigner sur les personnes et l'équipe de recrutement en interne. Et ça, justement, c'est des infos que vous pouvez trouver sur LinkedIn ou sur le site de l'entreprise. Comme ça, tu peux dire à l'attention de Corentin, à l'attention de Laurence. Et au moins, ça montre
que du coup, tu t'es un peu renseigné et du coup, peut-être que moi, je suis Corentin et je travaille avec Laurence et en fait, du coup, je vais transmettre la candidature à Laurence, tu vois. Moi, je vous conseillerais toujours, de toute manière, d'aller chercher les noms et prénoms sur LinkedIn et au moins de mettre un nom plutôt que de mettre à l'attention de la RH, à l'attention du manager parce qu'en fait, ça reste hyper impersonnel et c'est ce que je vais vous dire, c'est aussi par rapport à ça, l'adaptation dont je vous parlais, adaptez vos candidatures et justement, faites cet extra mile, donc le pas supplémentaire pour justement aller chercher l'info qui va vous permettre de contourner certaines difficultés ou certains filtres. Ok, pardon, souvent sur les grosses boîtes, c'est compliqué de savoir qui c'est qui est en responsabilité. Des fois, il y a un peu des dinosaures, hein, je m'excuse, mais c'est un peu ça, qui peuvent se vexer parce que c'est pas à eux qu'on a adressé la candidature, etc. Du coup, c'est un petit peu compliqué des fois. C'est un peu lui il est DRH, mais lui il est RH et lui il est machin, et du coup, c'est pas trop, quoi. Dans c'est un peu délicat, non? Effectivement, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et de toute manière, dans le recrutement, il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une réponse une solution à tous ces problèmes, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre des secteurs et des sociétés. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste au moins d'aller rechercher des noms effectivement de personnes. Et ensuite, suivant les boîtes, si elles sont grosses, et ben, en fait, les recruteurs ne recrutent pas les mêmes personnes. Par exemple, dans le digital, tu as des recruteurs qui vont être spécialisés sur le recrutement des commerciaux, d'autres sur les profils tech. Donc là, du coup, ça peut te guider par rapport à ça. Parce que du coup, si tu as un profil plutôt sales, tu vas contacter lui. Si tu as un profil plutôt communication, tu vas contacter cette personne. Si tu as un profil plutôt technique, tu vas contacter plutôt cette personne. Après, en soi, si tu as un profil qui est pertinent et qu'en fait, Charles, il travaille aussi avec Marine, et c'est Marine qui s'en occupe, bon, en vrai, il va lui passer. Mais déjà, si tu mets un nom, les autres recruteurs vont peut-être lui adresser ton CV à cette personne et cette personne le remettra à une autre. Mais par exemple, tu vois, tu candidates dans une boîte où ils sont 10 RH en interne et tu mets à l'attention du responsable RH, en fait, pour beaucoup, en fait, ils sont tous responsables RH, tu vois, et en fait, il y a un DRH au-dessus. Donc, c'est pour ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je conseille toujours de donner quelque chose, de rendre la chose plus personnelle pour créer un premier lien, tu vois. Parce que, par exemple, c'est aussi comme ça que tu vas valoriser ta candidature. C'est-à-dire que tu auras fait l'effort d'aller chercher qui est dans l'équipe dans l'équipe recrutement. Et ça, par exemple, il y en a plein qui ne le font pas, tu vois. Parce que tout le monde va mettre à l'attention du DRH, de la DRH, du responsable RH ou du manager ou de la personne en charge des recrutements. Et en fait, si tu veux, là, tu ne vas pas te démarquer avec ça. Ok, merci. Ok. Je passe sur la partie maintenant événementielle, physique. Ouais, bon, qui nous dit mot consent. Du coup, donc la deuxième partie que je voulais évoquer avec vous, alors elle est relativement courte, mais j'ai 2-3 petites histoires à raconter, donc je trouvais ça sympa de vous en parler. Donc sur cette partie, voilà, événementielle, physique, salon, etc. Bon, déjà, pour valoriser votre candidature, moi je trouve en tout cas, et ça pour le coup, peu importe le secteur, qu'il est important, en tout cas, si vous êtes passionné ou en tout cas intéressé par ce que vous faites, de se rendre dans des événements professionnels, d'aller dans des grands salons. Moi, par exemple, je suis dans la tech, j'ai fait le salon de l'entrepreneur, j'ai fait Vivatech. C'est un super moyen pour vous de rencontrer des boîtes qui embauchent ou tout simplement de vous faire un réseau. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 2 ans, etc. et de nouer des premiers contacts. Déjà, ça va leur montrer que déjà vous êtes un minimum passionné et un minimum curieux dans votre secteur, donc ça, c'est assez cool. Enfin, moi, par exemple, pour ma prospection commerciale, alors c'est pas la même chose, mais par exemple, j'ai contacté des boîtes. Salut Amaury, on s'était rencontrés il y a 6 mois à Vivatech. En fait, c'est pas la même approche qu'en fait le commercial qui prend son téléphone comme tous les autres commerciaux et qui en fait va dire la même chose. Ah, salut, j'ai vu votre site internet, patati patata. Non, déjà ça montre que moi je suis impliqué dans mon écosystème, que je me déplace et que aussi on a déjà tissé un lien. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, n'hésitez pas à aller dans des salons qui vous intéressent parce que c'est assez important et aussi parce que vous pouvez aussi le mettre sur votre CV pour valoriser votre CV. Tout simplement, moi par exemple, je recrute pour mon équipe. Moi, la personne, elle a fait tous les salons que j'ai fait en start-up et en tech. Je peux vous dire que moi, elle va partir avec un gros avantage par rapport à la personne qui a le même profil, mais qui n'a pas fait tous ces salons ou qui ne les a pas mis. Donc ça, c'est des petites choses à avoir en tête. Donc pensez-y parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas assez. Et du coup, je voulais enchaîner sur une petite histoire qui est arrivée à un ami, mais qui est assez sympa parce que le networking, c'est très important. C'est très important et surtout que le networking, j'ai l'impression qu'il a évolué. Alors, bon, j'ai pas 50 ans non plus, donc je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas, de ce qui se passait il y a 30 ans, parce que j'étais pas né. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le networking, ça change.
c'est plus forcément comme avant où en fait ça se faisait qu'à l'intérieur d'une même société. Aujourd'hui, on peut networker avec des personnes qui ne sont pas forcément des mêmes boîtes. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a des meet-up. Meet-up, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais les meet-up, en gros, c'est des réunions par rapport à des thèmes qui se créent. Là, par exemple, on aurait pu faire un meet-up à la place d'un webinaire si on pouvait se rejoindre dans un lieu. Et c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que vous. Et c'est comme ça que potentiellement, vous allez rencontrer des gens pour vous faire recruter. Moi, je sais que par exemple, il y a plein de développeurs qui font des meet-up parce que déjà, ils sont intéressés par ce qu'ils font, mais aussi tout simplement parce qu'ils ont envie de rencontrer des gens et c'est aussi le moyen de se faire embaucher. Et du coup, par rapport à ça, pour vous dire, alors moi, c'était il y a 5 ans, j'avais déjà un stage et en fait, avec un ami, je vous avoue, je ne me rappelle plus trop comment on s'est retrouvé là-bas, mais en fait, on est arrivé dans une soirée où en fait, il fêtait les 1 an d'une start-up. Et en fait, on y est allé. Je crois qu'on a vu l'événement sur Facebook ou quoi que ce soit, et on s'intéressait beaucoup aux startups. On a rejoint cet événement et hyper sympa. On s'est fait un gros réseau, on a rencontré plein de gens. Et en fait, il se trouve qu'on a bien sympathisé avec les cofondateurs de cette startup et les plus anciens employés. Donc on a bien rigolé. Pour vous dire, on est resté ensemble on a fait la fermeture alors qu'on connaissait personne avant d'y aller. On a fini à 23h30 minuit, on a échangé nos cartes et on s'en est allé. Et en fait, moi, mon ami, ce qui s'est passé, c'est on est resté en contact avec eux et en fait, il s'intéressait pas mal à leur secteur. Et en fait, il était pris en stage là-bas. Et en fait, il n'a pas été seulement pris en stage là-bas parce qu'il a été pris en stage et en fait, c'est très bien passé. Et il a eu son premier CDI comme ça. Il a eu son premier CDI sans même chercher, sans même envoyer un seul CV, juste parce qu'en fait, il avait réseauté, il était allé dans des événements qui lui plaisaient, il s'était fait les bons contacts au bon moment et en fait, tout simplement, il avait été bon en stage, donc du coup, nous on proposait un CDI. Et du coup, il a trouvé son CDI comme ça, il est resté là-bas quelques temps, ça lui a beaucoup plu. Et donc ça, voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite aparté par rapport à l'événementiel et physique, parce qu'on n'en parle pas assez. Et ça peut être aussi un bon moyen de valoriser votre candidature, de valoriser votre profil et de valoriser vos intérêts. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire. Enfin, là, c'est pareil, si vous avez des questions pour rentrer plus dans les détails, là, c'est surtout pour vous donner des conseils de recruteur, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez des conseils là, des conseils, besoin de conseils ou des questions par rapport à ce côté événementiel, par rapport au côté rencontre physique sans savoir vraiment, sans connaître les personnes, ou même niveau salon, meet-up. Est-ce qu'il y a des questions ou pas vraiment? Moi, j'en aurais une. Enfin, dis-moi. C'est en fonction de son comportement, en fonction de l'endroit où on est. Par exemple, si c'est dans un bar où on ne sait pas trop. C'est possible qu'il y ait des personnes du monde professionnel. Bien sûr. Il faut mieux par défaut avoir un comportement plus professionnel ou il faut être totalement soi-même et pas faire attention. En fait, là, c'est un peu la même réponse que je vais donner tout le temps en termes de recrutement, c'est que ça va un peu dépendre du contexte. C'est-à-dire que contexte, tu ne parles pas seulement du pro ou du perso, mais du secteur et des codes du secteur. En fait, il va falloir que tu t'habitues aux codes du secteur. Moi, typiquement, je suis dans l'écosystème startup. J'ai quelques clients, que je vous vois et qui sont des PME ou des grands groupes avec lesquels j'ai travaillé. Mais moi, j'aime les startups et j'ai beaucoup plus travaillé avec des startups. Typiquement, moi, j'arrive pas en salon. Enfin, j'arrive pas en meet-up startup, en costard cravate et en voyant tout le monde, quoi. Enfin, ils vont me regarder avec des grands yeux. Enfin, là-bas, c'est même pas, on se demande même pas si on se vous voit, quoi, ou si on se tutoie. On se tutoie tous parce que c'est l'écosystème qui veut ça. Par contre, tu vas sur un salon professionnel dans la grande distrib, si tu connais personne et que tu es un petit junior et que tu te mets à tutoyer tout le monde, bon, là, pour le coup, je suis pas sûr que ça soit apprécié correctement. Donc, de toute manière, dans le doute, il faut toujours en faire un peu plus, c'est-à-dire peut-être vous voyez et tu vois, il y a par exemple, le bon feeling. Dans ce cas-là, vous allez vous tutoyer normalement et mutuellement, ou alors vous pouvez demander. OK. Et par rapport au comportement, je sais pas trop à quoi tu fais référence, mais le comportement, après, quand l'événement est dans un bar, quand même, c'est quand même assez décontracté. Je sais qu'il y a beaucoup de meet-up qui se passent dans des bars, etc. Mais les meet-up, c'est vrai que ça fait plus start-up ou petite boîte, ou en tout cas bonne ambiance, même quand c'est sur des secteurs. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un comportement le plus professionnel, pas broncher, pas faire de bruit, etc. Mais je pense qu'il faut déjà prendre la température de ton environnement dans lequel tu te trouves et ensuite du coup pouvoir t'adapter. Et encore une fois, le mot s'adapter revient, mais ça dans le recrutement, il revient toujours. Et voilà. Mais par contre, par défaut, oui, pour répondre à ta question concrètement et pas l'oublier, c'est
À la base, il faut plutôt avoir un comportement professionnel et progressivement être toi-même. Mais ce que je te disais, c'est que ça dépend des secteurs. Si tu arrives, que tu arrives en short et que tu te mets à tutoyer tout le monde, bon, y en a avec certains avec qui ça va pas passer. Donc, bon, voilà, c'est prendre la température et ensuite être toi-même. Après, moi, de toute manière, je vous conseillerais toujours d'être vous-même parce qu'au moins, vous n'allez pas perdre de temps, quoi. Parce que ça, c'est des choses qui vont revenir aussi plus tard dans le webinaire. Mais si vous si vous n'êtes pas vous-même et que vous trichez, entre guillemets, bah, en fait, vous allez être embauché pas pour les bonnes raisons et qu'en fait, une fois que vous êtes dans la boîte, en fait, est-ce que vous allez vraiment vous y plaire, tu vois? Je comprends. Merci. Pour répondre à ta question, Tiffen, alors moi je suis de Lyon, sauf que je travaille à Paris, j'habite à Paris depuis 5 ans et demi maintenant, donc je m'y connais pas trop. Donc j'ai vu que quelqu'un t'avait répondu, mais je vais pas me risquer à te répondre et à te dire des bêtises. Ensuite, Sylve, on peut valoriser sur notre CV notre présence dans des salons au bout de combien de salons? Un seul ou plusieurs? Alors là-dessus, je dirais pas vraiment qu'il y a comment dire, qu'il y a un nombre de salons, tout simplement parce que moi, par exemple, j'ai représenté mon école dans pas mal de salons, donc à partir de 1, tu peux le mettre. Donc voilà, ça va dépendre de tes intérêts. Mais par exemple, c'est toujours pareil, si en fait tu as fait un salon, enfin, je vous ai rigolé, mais si tu as fait le salon d'agriculture et qu'en fait tu souhaites bosser en tant que développeur informatique dans je sais pas quelle boîte de la French Tech, bon, bah, c'est cool que tu aies mis que tu étais allé au salon de l'agriculture, mais ça va pas apporter grand-chose. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'il y ait ce fil conducteur, c'est qu'il faut qu'il y ait un rapport. Donc, en fait, à partir du moment où tu as un salon qui est en rapport avec ce que tu veux faire, c'est pertinent. Donc, il faut surtout pas que tu hésites. Il faut surtout pas que tu hésites à l'indiquer. Parce qu'en fait, il y a des gens, dis-toi, c'est toujours plus que 0, tu vois, et qu'il y en a plein qui l'auront pas fait ce salon. Donc, il faut pas hésiter à le mettre. Si tu n'en as qu'un seul, mais qu'il est pertinent, il faut le mettre. Par contre, si tu n'en as pas, ça sert pas à grand-chose. Après, oui, Marie, avoir si toujours d'actualité avec les gestes barrières de la crise sanitaire, etc. Bon, effectivement, par rapport à ça, bon, on va laisser les choses revenir tranquillement. Nous, par exemple, à Urbanicure, on fait plus de meet-up, etc. Donc, pour l'instant, ça va rester sur des webinars. Mais évidemment, je parlais dans un contexte autre que celui de la crise qu'on a vécue et qu'on est toujours en train de vivre maintenant au niveau de l'événementiel. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je passe sur la partie réponse d'offres? Dites-moi tout. Oui, moi j'aimerais juste savoir parce que après les salons, on sait pas, quand est-ce qu'il y en a, etc. Donc est-ce que toi tu aurais peut-être des sources à nous donner pour savoir quel salon, parce que parfois il y a même des salons qui peuvent se répéter de manière assez régulière, donc mensuellement, annuellement. Donc est-ce que toi tu aurais des sources peut-être à nous donner pour suivre un veille informationnel, des choses comme ça? En fait, ça va dépendre de ce que toi, tu es dans quel secteur, qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que moi, du coup, c'est les RH, pardon. Ok, c'est les RH. Alors, les RH, ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, je sais que par exemple, il y a une école qui s'appelle l'école du recrutement qui organisait à un moment qui organisait les déjeuners du recrutement. Donc, ça, par contre, c'était sur Paris. Moi, je connais beaucoup plus Paris. C'est pour ça que là, dans le sud-est, je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de salons. Mais voilà, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de meet-up et à Lyon, il doit y avoir aussi des meet-up. Enfin, toi, je sais pas si tu es à Lyon, mais il doit y en avoir ailleurs. Après, au niveau du coup, par rapport à ces salons, en tout cas ces événements, et quand on pourra reprendre l'événement physique, il ne faut pas que tu hésites à aller regarder sur Meetup, parce que Meetup, déjà, ce qui est assez cool, et promis, je n'ai pas de part dans Meetup, mais Meetup, en fait, si tu veux, tu vas pouvoir mettre ce qui t'intéresse, et en fait, tu auras des suggestions. Toutes les semaines, tu vas avoir des suggestions de Meetup, d'événements qui vont être en rapport avec ce que tu aimes, le sport, les RH, la tech, etc. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a des fois des petits événements que même moi, je ne connais pas. Tu vas sur Google, tout simplement, et tu tapes salon Lyon, salon ville que tu veux, et en général, tu auras le calendrier des salons. Bon, là, en ce moment, tu vas pas avoir grand-chose qui va sortir. Évidemment, je me répète, mais je parle dans un contexte hors Covid. Mais sinon, voilà, moi, je sais que c'est comme ça que je faisais. Par exemple, quand je voulais des événements à Paris, moi, je tapais tac, salon tech, salon entrepreneur à Paris, hop, et en fait, je notais toutes les dates qui m'intéressaient. Et sur Google, je trouvais assez facilement parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as plein de blogs qui répertorie tout ça quoi, en fonction de la région, parce que je sais que là, si tu peux n'importe quoi le saisis, il y a aussi un pôle à Aix-en-Provence, par exemple, je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas vous donner beaucoup de choses. Mais du coup, voilà, donc faites avec votre ville et regardez les salons. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais sinon, il y a Meetup et qui est assez cool parce que du coup, comme tu mets tes centres d'intérêt et de la ville, directement dans ta boîte mail, tu reçois directement tous les événements, quoi. D'accord, super intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui.
une autre question. Ouais. Par rapport à la ligne qu'on rajoute au niveau du CV, ouais. Comment faut-il le faire apparaître au niveau des termes, au niveau quelques mots-clés pour que, je suppose que c'est dans les centres d'intérêt qui doit apparaître, donc quelques petits mots pour… Et alors ça par contre Laurence, je vais en parler juste après, ok? Ça c'est dans la partie 4. Je vais passer à la partie 3, réponse d'offres, et ça je comptais en parler dans la partie CV, ok? Très bien, merci. Allez, à tout à l'heure. Du coup, je passe sur la partie réponse d'offres s'il n'y a pas d'autres questions. Déjà, première chose par rapport à ça, là je parle de la réponse d'offres de manière globale. Déjà, il faut savoir quelque chose, il ne faut pas que vous ayez peur de tenter. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le répète, il faut savoir qu'il y a une étude en 2017 qui a été menée par Dell et l'Institut pour le futur, qui a été menée et qui a dit, enfin ils sont sortis que 85% des métiers, des emplois de 2030, ils n'existent pas encore aujourd'hui. Enfin, ils n'existaient pas encore en 2017. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de tenter quand vous répondez à des offres. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus répondre complètement à côté de la plaque, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, il y a des compétences et aujourd'hui, il y a des postes qui existent où en fait, il y a très peu de compétences parce qu'en fait, c'est des postes qui sont tout nouveaux, qui viennent de se créer et tout simplement, ça n'existe pas. Donc, n'ayez pas peur de tenter, n'ayez pas peur de postuler. Ça, c'est ce que je voulais vous dire en intro. Et puis, tout simplement parce qu'il faut se rappeler aussi que il y a beaucoup de métiers qui se transforment grâce ou à cause, suivant les points de vue, la digitalisation, les nouveaux outils les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc les NTIC. Donc, il faut savoir s'adapter. Par exemple, là, je pense qu'on a tous été dans le même cas avec le Covid. On a tous connu le remote grâce à tous ces moyens de communication, Internet, etc., et qui nous ont fait passer beaucoup plus de temps derrière un ordi. Et moi, par exemple, pour prendre un exemple, moi, ça a complètement changé mon quotidien en tant que recruteur. Nous, il faut savoir que Urban Linker, on est dans l'un des seuls cabinets qui rencontrons tous nos candidats et tous nos clients. Là, c'est devenu plus possible du jour au lendemain. Alors, on avait commencé juste un petit peu avant le confinement à plus les rencontrer pour des raisons sanitaires. Moi, par exemple, c'est vachement plus compliqué, je pense que vous en doutez, de nouer du lien avec un écran en face de moi plutôt qu'en physique, alors que d'habitude, ils viennent dans nos locaux, on discute autour d'un café, dans nos canapés. Là, derrière un écran, c'est vachement moins évident. Comme c'est beaucoup moins évident pour moi de tisser du lien avec vous parce que je vois pas vos têtes, etc., que je suis derrière un écran et que je suis dans mon appartement. Et du coup, ça, vraiment, ça nous transforme. Donc, ça, il ne faut pas oublier qu'en fait, aujourd'hui, les compétences que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez acquis aujourd'hui, en fait, en 2030, ça ne sera peut-être pas les mêmes, et peut-être même dans 5 ans. Donc ça aussi, c'est à avoir en tête. Donc, n'oubliez pas, prenez des risques, s'il faut en prendre, parce que des fois, tout simplement, ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a le mouton à 5 pattes et le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Donc, il faut mettre les chances de son côté. Donc, pour valoriser aussi votre candidature, il faut que vous vous renseigniez sur où vous postulez. C'est très important. Investissez du temps pour bien comprendre la boîte, pour bien comprendre le poste, pour bien comprendre la fiche de poste, le produit sur lequel ils bossent, sur lequel ils travaillent, leurs besoins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent pour montrer votre motivation. Ça, vraiment, ça va valoriser votre candidature parce qu'en fait, pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui postulent un peu partout, Et en fait, le problème, c'est que c'est pas évident et on perd du temps et ça ne montre pas une très grande motivation. Parce qu'en fait, si moi, demain, vous postulez chez moi et je vous rappelle 3 heures plus tard et que vous n'êtes pas renseigné sur Urban Linker, là, clairement, vous n'allez pas valoriser votre candidature. Alors que si vous allez postuler dans une boîte, vous montrez que vous êtes renseigné, etc., là, je peux vous dire qu'on n'a pas du tout le même retour et la même position par rapport à cette candidature-là. Donc, vraiment, investissez ce temps-là parce que c'est quelque chose qui, par la suite, in fine, va vraiment valoriser votre profil et votre curiosité et votre envie de nous rejoindre. Ensuite, sur des offres d'emploi, pensez à identifier les critères et les compétences indispensables pour voir si tout simplement, est-ce que vous êtes fait pour ou pas. Je vous prends un exemple, et c'est un exemple que je reprendrai pour illustrer d'autres choses. Là, je discute beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des alternants qui recherchent des alternances, des étudiants, etc. Et qui, en fait, il y en a certains qui me disent, mais là, moi, tu vois, j'envoie mon CV à tout le monde, ils recherchent des CDI et tout, et en fait, moi, je tente parce qu'on m'a dit qu'il fallait tenter. En fait, oui, il faut tenter. Je ne vais pas vous contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, il fallait prendre des risques. Mais par exemple, si dans les critères indispensables, il faut déjà manager une dizaine de personnes et qu'ils ont besoin de quelqu'un de 10 ans d'expérience, en fait, derrière ton alternance, si tu n'as jamais managé personne, ça va être très compliqué. Donc, c'est aussi pour pas perdre de temps, pour identifier ces critères, ces compétences indispensables, pour voir si vous les avez ou si vous avez des choses qui s'y rapprochent, en tout cas.
et si c'est possible de trouver sur le marché. Donc, et voilà, donc, prendre ce recul, c'est important. Ensuite, non à la candidature globale. Personnalisez chaque offre à laquelle, chaque réponse d'offre. N'envoyez pas le même CV, les mêmes de motivation, j'en reparlerai tout à l'heure, à tout le monde. C'est-à-dire que ça ne met pas en valeur votre candidature du tout, ça la dévalorise plutôt. Parce qu'en fait, si vous envoyez la même candidature à tout le monde, et ben en fait, vous ne les personnalisez pas, vous n'avez peut-être pas changé l'entête du CV ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, vous n'allez pas envoyer les bonnes choses, vous n'allez pas forcément faire ressortir les bonnes choses sur votre candidature. Et ça, du coup, ça vous dévalorise, ça ne vous valorise pas du tout. Ensuite, il faut savoir autre chose, c'est que vos soft skills, donc les compétences humaines que vous avez, elles peuvent combler un manque de hard skills. Donc les hard skills, c'est toutes les compétences techniques que vous avez apprises, etc. Je vous prends un exemple tout bête. Nous, à Urban Linker, par exemple, les hard skills pour les recruteurs, pour les gens par exemple, que je recrute dans mon équipe, c'est clairement quelque chose qui n'est pas très très important pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je recrute essentiellement sur des soft skills. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le parti, comme beaucoup de managers sur Urban Linker, en fait, de recruter des gens qui vont avoir des soft skills et qui vont pouvoir être bien dans notre boulot. Et en fait, les hard skills, tout ce qui est le secteur, la technique, etc., je vais leur apprendre. Donc du coup, moi, je préfère beaucoup plus me focaliser du coup sur toutes ces compétences humaines, donc le relationnel, l'autonomie, le dynamisme, la capacité d'apprentissage, le sens d'analyse ou même l'intelligence émotionnelle. Et moi, j'ai beaucoup plus me focaliser là-dessus. Et par exemple, pour vous prendre notre exemple, moi, j'ai une fille super qui nous rejoint en septembre. Par exemple, elle a fait un tout petit peu de bizdev. Elle n'a jamais fait de recrutement. Elle n'a jamais travaillé en start-up. Et pourtant, je l'ai quand même recrutée parce que je suis sûr ça va être un très bon fit pour la boîte et parce qu'elle va s'épanouir là-dedans. Parce que, en l'occurrence, des soft skills, elle les a. Les hard skills, elle les a pas. Mais je vais pouvoir lui apprendre. Alors que les soft skills, en fait, c'est du savoir-être, quoi. Donc, c'est plus compliqué. Si une personne, elle n'a pas d'envie, elle n'est pas curieuse, je ne vais pas pouvoir la rendre curieuse du jour au lendemain, quoi. Ensuite, au niveau de votre discours, donc là, je vais encore revenir sur l'adaptation, mais au niveau du discours que vous avez avec l'entreprise, ça aussi, c'est des choses qui sont assez importantes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en contact avec une start-up, la start-up, qu'est-ce qu'elle va attendre de vous? Mettez en avant votre côté polyvalence, votre côté couteau suisse, parce que c'est ça, un peu la start-up. Par contre, à contrario, c'est que si vous postulez dans un grand groupe, là, mettez plutôt en avant votre capacité à échanger, à bosser dans un cadre, sans grande autonomie ou indépendance. Mais donc voilà, toujours s'adapter à l'interlocuteur parce que forcément, si vous postulez un grand groupe et vous mettez en avant mon côté je suis polyvalent, je peux faire plein de choses, etc., en fait, c'est cool, sauf qu'en fait, en grand groupe, on recherche plutôt des gens pour certaines choses, pour faire des tâches très bien. Et donc, la polyvalence, c'est pas forcément le critère numéro 1. Donc, à garder en tête. Ensuite, autre chose qui est aussi assez important, et du coup, c'est intéressant parce que justement, je ne savais pas s'il y avait beaucoup de reconversion ou pas, la rémunération auquel vous postulez. Ça aussi, c'est important. Je sais que certains ont des prêts, certains ont une vie de famille, etc. Mais vous ne pouvez pas justifier un salaire par rapport à des investissements, par rapport à un coût de la vie, par rapport à un salaire que vous aviez auparavant. Moi, c'est quelque chose que je rencontre hyper souvent, genre vraiment très, très souvent. Je vais vous prendre un exemple. Moi, par exemple, j'étais en contact avec un CTO. Donc, CTO, c'est Chief Technological Officer, donc en gros, directeur technique. Et donc, en fait, si vous voulez, cette personne-là était arrivée directeur technique, pas parce qu'elle avait forcément envie, mais parce qu'elle a pris en expérience. En fait, elle a monté les échelons dans sa boîte. Et en fait, elle est arrivée au bout de 20 ans d'expérience. En fait, elle s'est rendue compte, moi, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique. Lui, vous voulez être développeur. Et il s'est remis sur le marché du travail. Il a dû diminuer son salaire, mais au moins, le fait d'avoir diminué son salaire, il y a eu différentes choses. Déjà, ça montrait qu'il était vraiment motivé et que ce n'était pas un choix par défaut. Et de deux, il était embauché plus facilement parce que forcément, un directeur technique et manager n'a pas le même salaire qu'un développeur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas en tête. Donc je voulais aussi un petit peu vous en parler parce que c'est des choses qui sont importantes et auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que ce côté aussi montrer que vous baissez votre salaire, etc., ça peut être aussi un moyen de montrer votre envie et de valoriser votre candidature. Enfin, de valoriser votre envie et du coup votre candidature pour rejoindre ces boîtes-là et montrer votre motivation à les rejoindre. Et l'autre point dont je voulais parler, c'était aussi, prouver votre motivation. Donc, il y avait 2 points, pardon. Prouver votre motivation à les rejoindre, montrer que vous avez envie de les rejoindre car c'est hyper important, que ce n'est pas du hasard. Par exemple, montrer avec vos hobbies. Vous candidatez dans une boîte qui fait de sport, mettez en avant dans vos hobbies tous les sports que vous faites, par exemple.
Mais ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Moi, je vous avoue, je vois plein de CV où il n'y a pas de hobby, il n'y a pas de loisir. Bah, moi, ça me fait toujours un petit peu bizarre parce que du coup, je ne sais pas vraiment ce que la personne elle aime. Du coup, je ne sais pas vraiment si ça rentre avec ce que j'ai à lui proposer. Ensuite, autre chose, et ça, ce sera mon dernier point, c'est penser à relancer. Il y a beaucoup de candidats, que ce soit pour des stages, des alternances ou des CDI, ils ne relancent pas les recruteurs, que ce soit internes ou externes. Il faut savoir que les recruteurs, je suis désolé, mais on a beaucoup de choses à faire, comme beaucoup de gens, mais on a beaucoup de choses à faire et surtout beaucoup de candidatures à traiter et à rencontrer. Et qu'en fait, bah, moi aussi, ça m'est arrivé, malheureusement, on a des semaines où on est débordé, et qu'on fait pas mal d'heures, et qu'en fait, à 20h, on a envie de rentrer chez nous et pas de répondre aux 5 CV qui nous ont été envoyés dans la journée. Donc, n'hésitez pas à relancer. Déjà, un recruteur, il ne va pas le prendre mal que vous relanciez. Et surtout, ça remet votre CV en haut de la boîte mail ou en haut de la pile. Donc ça, c'est assez important. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Il y a énormément de personnes qui ne relancent pas, alors que relancer, justement, c'est le meilleur moyen. Et d'ailleurs, très marrant, j'y avais pas pensé quand j'ai préparé le webinaire, mais c'est parce que c'est arrivé hier. En fait, j'ai une amie, elle a été mise en contact avec quelqu'un, et en fait, la personne ne lui a pas répondu. Elle lui répondait pas. Je lui ai dit, vas-y, relance. Et pour info, elle a relancé et elle a eu le poste et elle commence lundi, quoi. Et si elle n'avait pas relancé, là, elle serait peut-être toujours en train d'attendre. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et des fois, on n'ose pas. C'est pas qu'on n'y pense pas, mais des fois, on n'ose pas. On dit, ah non, on va le déranger ou ça va mal le prendre. En vrai, si le recruteur, il prend mal que vous le relanciez, c'est soit que c'est pas un bon recruteur, soit que c'est pas levé du bon pied ce matin, mais du coup, vous avez peut-être pas envie de bosser avec cette personne-là, quoi. Donc, à garder en tête, mais la relance très importante. Alors, Marie, je me suis permis de postuler sur des postes pour des personnes indiplômées en rajoutant que c'était une manière de leur faire parvenir mon mail car l'entreprise m'intéressait. Du coup, il faut mieux. Je m'aperçois en relisant pendant que tu relis le truc, que ça ne veut rien dire la phrase. Donc, je vais la dire, en fait. Ouais, parce que je ne comprenais pas, du coup. Parce que j'ai dû changer. En fait, j'ai postulé sur des postes, justement, où ils mettaient CDI, où ils demandaient des personnes diplômées. Ouais. Et souvent sur Indeed. Et souvent, je mettais mon CV, ma lettre de motivation. Et en fait, je rajoutais dedans en leur disant que je comprenais bien, que c'était pas forcément pour l'annonce, parce que j'avais bien compris que c'était pour une personne diplômée. Et en fait, je me permettais de leur donner mon CV, ma lettre de motivation, parce que leur entreprise me plaisait pour telle et telle raison. Et donc, c'était une porte d'entrée, en fait. D'accord, ok. Et du coup, je me demandais, parce que comme tout à l'heure, tu disais justement que peut-être ça sert, sur des postes diplômés, ça ne servait peut-être à rien. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est bien de continuer ou pas En fait, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple un peu. Il y avait quand même un gap entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, si tu postules à un CDI ou un CDD pour jeunes diplômés, alors que tu n'as pas de diplôme, en vrai, ça ne me paraît pas déconnant. Et du coup, ça rejoindrait plutôt la partie que je vous ai dit tout à l'heure, en mode, justement, tenter, oser. Par contre, si tu fais ça sur des postes où, en fait, c'est des managers qui ont 10 ans d'expérience, en fait, là, ça va pas être très pertinent parce qu'en plus, déjà, il faut savoir que même en interne, en fait, les recruteurs ont quand même des spécialités et qu'en fait, ceux qui vont chasser les managers sont pas forcément les mêmes qui vont recruter des jeunes diplômés ou des stagiaires. Donc c'est pour ça, ça dépend un peu des postes. Après, franchement, c'est une technique. Moi, je serais très curieux que tu me dises un petit peu ce que ça va donner sur la durée pour voir si tu as des retours, tu vois. Mais franchement, c'est une façon d'accéder à ces boîtes-là. Donc, pourquoi pas tenter? Mais par contre, à éviter sur des postes à responsabilité parce que tu n'auras pas les bons recruteurs et du coup, ils ont autre chose à faire, malheureusement, que de te répondre. Même si idéalement, il faudrait qu'ils répondent à tout le monde. Je sais qu'il y a des boîtes vraiment, elles sont sous l'eau. Enfin, moi, j'ai déjà eu des collègues qui ont été dans des boîtes où vraiment ils étaient surchargés, quoi. Ils étaient surmenés. Moi, j'ai déjà eu une amie, elle était seule recruteuse dans une boîte où ils étaient 100. Et c'était une boîte en pleine croissance, donc c'était pas juste des recrutements pour remplacer des personnes. Donc en fait, il y a aussi ça à avoir en tête. Donc c'est pour ça que si tu veux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aller essayer de chercher un petit peu les personnes qui recrutent pour en tout cas essayer de viser le plus juste, même si c'est pas tout à fait juste. Si jamais tu arrives à avoir la personne de la même équipe, bon déjà c'est déjà pas mal que si tu vises le DRH, qui en fait le DRH ne fait pas du tout de recrutement par exemple, tu vois. Oui. Non, du coup, c'était vraiment pour des postes. Du coup, moi, c'est pour faire un bachelor RH. Ok. Et moi, je suis plus attirée vers tout ce qui est développement, recrutement et formation. Très bien. Donc, c'était plus pour des postes opérationnels de recrutement ou de développement RH. Ok. Non, mais écoute, pourquoi pas? Parce qu'en plus, bon, toi, si effectivement c'est dans les RH, bon, tu auras peut-être le bon contact où ils se feront passer. Ça dépend en fait. Après, en fait, ça dépend de la structuration des équipes. C'est un peu ça le problème aussi parce que chaque boîte a une organisation différente et c'est vrai que c'est assez compliqué.
Tu vois, moi, par exemple, je connais des boîtes, et alors RH et recrutement, c'est pas du tout les mêmes équipes. D'autres, c'est les mêmes équipes. D'autres, je connais des boîtes où c'est pas les mêmes équipes. Et même les recruteurs, en fait, par contre, pour le coup, eux, c'est la même équipe parce qu'ils échangent tous les 6 mois, tous les 3 mois de poste à recruter. Et d'autres, en fait, qui sont complètement indépendants sur leur poste. Donc, si tu veux, ça dépend un peu de tout ça et ça, c'est pas évident. Donc, moi, des fois, c'est pour ça que je vous conseillais de contacter des gens directement de la société, pas forcément des RH et tout, pour un petit peu avoir des infos qui vont t'aider tu vois, à joindre la bonne personne. D'accord. Voilà. Au bout de combien de temps alors, Sarah,